je tenais simplement à vous remercier, Jean-Claude Carrière, et pour ce dictionnaire amoureux du Mexique par Michel Plon. Et je me suis rappelé tout à l'heure, un peu par hasard, qu'il y a une dizaine d'années, grosso modo, on avait fait une première rencontre sur le dictionnaire amoureux de l'Inde. Ces livres-là, ces collections, il y a une dizaine d'années. C'était une très bonne idée. Et comment est-ce qu'on passe justement d'un continent à un autre, d'un pays à un autre comme ça? Parce que, a priori, c'est des pays qui sont complètement différents, des cultures complètement différentes, mais qu'est-ce qui vous attire justement dans ces pays? Les approches sont très différentes aussi pour les deux pays. Moi, j'ai toujours voyagé pour mon travail dans ma vie. Je n'ai jamais fait ce qu'on pourrait appeler un voyage de pur tourisme. Bien entendu, à l'occasion de travail, on peut s'arrêter quelques jours pour visiter tel ou tel endroit. Mais l'Inde et le Mexique sont des pays où d'abord je suis allé pour travailler. Et si j'ai publié le dictionnaire amoureux de l'Inde le premier, ce n'est pas parce que j'ai connu l'Inde. D'abord, c'est le contraire. J'ai connu le Mexique avant de connaître l'Inde et même plus de 10 ans avant. 64, et à l'occasion d'un film, d'un travail de scénario. Et c'était même, je dois dire, le premier voyage que je faisais. C'est la première fois que je traversais l'Atlantique. Je n'étais jamais allé aux États-Unis à cette date-là. Donc là, mon premier pied sur le continent américain fut posé au Mexique. Votre premier pied? Mon dernier aussi, d'ailleurs, puisque j'étais le mois de décembre. Et en même temps, justement, lorsque vous parlez du Mexique, je ne savais pas du tout que vous aviez une formation d'historien. Et vous racontez justement ce qui nous raconte l'histoire justement sur le Mexique. En Europe, il n'y a pas grand-chose, donc c'est avec un regard nouveau que vous avez vu ces pays. C'est-à-dire, une des différences, justement, les deux livres ne sont pas faits du tout de la même façon, bien qu'ils aient tous les deux la forme d'un dictionnaire amoureux, c'est-à-dire, on choisit ce qu'on appelle des entrées dans un dictionnaire, on choisit de quoi on va parler et sur quel ton. Et en général, on choisit de parler de choses qu'on aime, qu'on apprécie dans un pays. Mais quand j'ai fait le dictionnaire amoureux de l'Inde, à aucun moment, je n'ai senti la nécessité de raconter l'histoire de l'Inde. D'abord, c'est très difficile, c'est une histoire extrêmement confuse, complexe. Et finalement, l'Inde est un tout, un conglomérat de différents peuples, différentes langues, différentes cultures, qui a résisté à l'histoire, qui vit malgré l'histoire, on pourrait dire. Tandis que le Mexique, il est impossible de concevoir même le pays si on n'en fait pas l'histoire. C'est un pays qui est né de l'histoire et qui est porté par l'histoire avec trois grandes dates dedans. Évidemment, la découverte d'abord et la conquête par les Espagnols. Vous mettez la découverte entre guillemets toujours. Toujours, parce qu'il faut, alors pour dire quelques mots d'espagnol, nous disons, nous, la découverte de l'Amérique, descubrimiento, ou les Mexicains disent la conquista, la conquête, et les Espagnols, assez pudiquement, de temps en temps, disent el encuentro, la rencontre. Les trois mots disent... C'est un peu dur parfois quand on rencontre, mais c'est... Oui, c'est un peu dur. Mais le Mexique est vraiment, c'est fait de la conquête, deux siècles et demi plus tard, de la conquête de l'indépendance par rapport au pays qu'il avait conquis, et enfin de la fameuse révolution mexicaine qui a établi le Mexique moderne au XXe siècle. Donc, si on ne peut pas, on ne pourrait pas parler du Mexique sans en raconter l'histoire. Ce que j'ai fait, j'ai eu un coup de chance, un coup de peau en faisant le livre, c'est que par ordre alphabétique, C de conquête est avant le E de époque coloniale, avant le I de indépendance et avant le R de révolution et avant le T de temps moderne. Et donc, en réalité, pour ne pas avoir à revenir en arrière chaque fois, j'ai suivi une sorte de désordre alphabétique à l'intérieur même du livre. Oui, et vous avez fait quelque chose de tout à fait cohérent. Oui, j'espère, tout à fait cohérent. C'est-à-dire, je n'avais pas voulu faire un chapitre qui serait Histoire du Mexique. Voilà. C'est-à-dire, j'ai essayé de, chaque fois, d'avoir à côté de l'article Indépendance, par exemple, quelque chose qui y menait, quelque chose qui s'y raccordait. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je ne ferai pas comme vous, c'est au fur et à mesure que vous allez répondre à mes questions que je vais essayer de répondre. Oui. Et il y a quelque chose de tout à fait étonnant. Vous dites, lorsque vous êtes arrivé la première fois avec Louis Malle, et c'est important, vous dites, justement, je suis vraiment dans une culture inconnue, complètement inconnue. Mon regard voit quelque chose de complètement inconnu. Et pourquoi c'est inconnu pour vous? Encore aujourd'hui, je n'ai pas tout à fait la réponse. Ce qui nous a énormément frappé, nous avions 30 ans, Louis Malle et moi, c'était pour le film Viva Maria, avec Brigitte Bardot et Louis Malle. Nous y allions pour terminer le scénario.
et faire ce qu'on appelle du repérage, c'est-à-dire chercher dans un pays les endroits où nous pourrions tourner telle ou telle scène, ce qui lui a permis de faire 25 000 km, je crois, dans le Mexique, en compagnie de Volker Schlendorf, qui était à l'époque premier assistant de Louis Malle. Donc, il s'agissait d'une découverte au vrai sens du mot pour nous. Mais quand nous sommes arrivés, ce qui nous a frappé le plus, nous n'étions pas totalement ignorants. J'avais moi-même fait des études d'histoire, j'avais même enseigné l'histoire pendant quelques mois. C'est que nous ne savions rien des anciennes civilisations mexicaines. Nous arrivions dans un pays dont le passé ancien nous était inconnu. 2 jours après notre arrivée, des Mexicains nous ont amenés à Teotihuacan, qui est un des endroits, certains d'entre vous le connaissent peut-être, les plus extraordinaires au monde, et nous n'en savions rien. Nous étions, à notre âge, plus de 30 ans, incapables de dire si, par exemple, les Aztèques et les Mayas avaient vécu au même moment ou au même endroit. Nous connaissions les noms très vaguement, mais on ne nous avait jamais appris, dans aucune école, y compris dans mes études supérieures d'histoire, rien, jamais n'avait figuré dans le programme de l'ancien passé américain. Ça, c'est très frappant. L'histoire de l'Amérique commençait, et je crois commence toujours, avec notre regard. Et d'ailleurs, pardonnez-moi, j'ai raconté une anecdote. Moi, je viens du Chili. J'ai fait mes études au Chili et on nous a enseigné à l'école l'histoire de la Grèce et des Roms. On ne nous a pas enseigné l'histoire des Aztèques, des Mayas et des Incas. C'est très curieux parce qu'aujourd'hui encore, le Mexique et aussi le Pérou, la Colombie, enfin tout le continent latino-américain, reste probablement la terre la plus inconnue au monde. J'étais il y a 3 ou 4 ans à Palenque, en terre maya, qui est un site très connu que visitent tous les touristes, fait partie de tous les circuits. Et j'étais là avec un archéologue américain qui travaillait là et qui m'a amené, il suffit de faire 50 mètres, dans la forêt où se trouve un très grand nombre de pyramides encore tout à fait enfouies sous la végétation. On voit vaguement les formes, elles ne sont pas du tout fouillées jusqu'à maintenant. Et il y en a sur des kilomètres, vraiment des kilomètres. Alors j'ai demandé à cet archéologue combien de temps, au rythme actuel du travail qui est un rythme normal, faudrait-il pour que tout soit exploré. Il m'a dit à peu près 550 ans. Donc vous voyez, c'est le temps qu'il faut encore. Il y a 100 000 sites archéologiques repérés au Mexique et 400 qui sont fouillés. Donc c'est à peu près, on en est là. On marche sur de l'inconnu. Et pardonnez-moi, si j'ai bien lu, il a une des pyramides, les plus grandes pyramides du monde. Et ne se trouve pas vraiment dans les territoires mexicains aujourd'hui, c'est plutôt dans les territoires américains, qui étaient aussi à un moment donné les territoires mexicains aussi. Donc ça dépend quand on dit la plus grande pyramide, des plus grandes, veut dire le mot grande. La plus volumineuse de toutes les pyramides du monde se trouve aux États-Unis. Mais on ne la voit pas parce qu'elle est recouverte de terre, elle est très basse, mais elle est énorme. En volume, la suivante se trouve au Mexique, c'est la pyramide du Soleil à Teotihuacan, la plus haute est la pyramide de Khéops en Égypte, mais qui a une forme beaucoup plus élancée. Les pyramides mexicaines sont beaucoup plus lourdes, sinon plus larges à la base. Voilà. Mais au Mexique même, la pyramide de Cholula est probablement, on n'en est pas encore sûr, plus grande que celle de Teotihuacan, mais c'est une pyramide un peu particulière parce qu'elle est percée à l'intérieur. Faut-il la compter comme une pyramide? Vous voyez, c'est compliqué.